Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swaski et Combiné Nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 56e épisode de TSI, le podcast francophone de Swaski et de Combiné Nordique. Avec moi, comme chaque semaine, il revient de Chonard, la nouvelle station balnéaire, c'est Romain Adjoc 120. Alors c'était comment, Romain? Salut Will, déjà content de te retrouver. Ça fait plaisir d'échanger de nouveau avec toi. Et bah écoute, tu as raison. Franchement, j'ai sorti le t-shirt. J'aurais pu avoir la crème solaire dimanche à Chonard. C'était le printemps, mais les organisateurs ont fait un travail exceptionnel. Alors c'est sûr que c'est super bizarre d'arriver sur une grande prairie avec un serpentin de neige. Mais en ayant discuté avec les athlètes sur place, la neige était vraiment de bonne qualité. Samedi, elle était même gelée. Il y avait gelé la nuit, elle était assez gelée à cause du sel. Et dimanche, avec les, je sais pas, 10-12 degrés, le soleil, elle était molle, mais c'était pas non plus de la soupe. Et en fait, ils ont vraiment apprécié. Il y avait la largeur qu'il fallait. Il n'y a eu aucune plainte, on va dire, des athlètes sur la qualité de la neige. Donc, bah, tant mieux, bravo aux organisateurs. Puis on espère que l'année prochaine, je sais pas ce qu'ils doivent faire, Chonard. En mars, ça marchait pas. Maintenant, ils mettent en janvier, ça tient ric-rac. Faut peut-être qu'ils mettent une cloche au-dessus de leur prairie. C'est ça. Donc on débriefera Chonard juste après et on va commencer par un des temps forts de la saison de Swaski puisque il y a eu ce week-end les championnats du monde de vol à Kulm Bad Mittendorf, tu le dis mieux que moi. Donc les championnats du monde de vol à ski, un peu entrecoupés puisqu'on n'a pas eu de qualification. Oui, ça a vraiment mal commencé, hein. Ce week-end, dès jeudi, qualification annulée, mais plusieurs heures avant, hein, donc c'était bien anticipé la situation météo. Et puis, on a eu un vendredi correct, un samedi à suspense. On se demandait vraiment si l'épreuve allait pouvoir avoir lieu. Ça a eu lieu que sur une manche et un dimanche tout à fait correct. Donc, une moyenne quand même 3 manches. J'ai l'impression que c'est souvent, tu me dis si tu as le même feeling, c'est souvent au championnat du monde qu'il y a des problèmes de vent. En tout cas là, c'était pas exceptionnel, mais ça a eu lieu. Non, mais moi, ouais, le vent correct, mais j'ai pas été fan. J'ai pas trouvé en fait de sauts stratosphériques en fait qui m'ont vraiment plu. Euh, Hormis peut-être le saut de Tito Sao à 232,5. Je sais pas si tu as eu le même sentiment d'un peu de. Enfin, j'ai pas retrouvé la même fête qu'à Planitza, par exemple. Oui, non, non, bah carrément, hein, je te rejoins. J'étais presque à deux doigts de faire une grève du commentaire. Déjà, c'était pas sur Eurosport, bon, c'est habituel maintenant que les Eurosport n'a pas les droits des championnats du monde de vol à ski, donc faut galérer à trouver un lien. Bon, moi, ça va, je parle allemand, mais tout le monde parle pas allemand. On avait trouvé des liens ZDF, ça perd un peu aussi du charme d'avoir les voix habituelles. Et puis, ce vent de dos, donc qui demande, il devait y avoir de l'élan, de la hauteur, plus une neige un peu carrelage, parce que, bah, comme partout ailleurs, c'est les problèmes de climatiques qui font que la neige était très très dure. Euh, Mm. Bah, le jury en fait, ne pouvait pas laisser d'élan. Entre guillemets, on peut pas lui en vouloir parce que c'était pour la sécurité des athlètes, mais c'est vrai que bah, ça a manqué de spectacle, quoi. Il y a eu aucun saut au HS de toute la compétition. C'est très décevant pour du vol à ski, surtout quand c'est des championnats du monde. Exactement, le saut le plus lointain en fait a eu lieu le dimanche avec Ryoyu Kobayashi qui a sauté 233,5 de la plateforme 23 avec un gros vent d'eau. Je dirais que c'est probablement le saut du week-end parce qu'il a vraiment eu des conditions pourries. Mais bon, c'était pendant le par équipe quoi. C'est ça. Et puis on a du coup un podium qui était en tête, donc Tim Isaïch qui était en tête après 2 manches, qui fait son saut pour savoir de troisième manche à 209,5 mètres. On a eu toute une manche hier où ça se joue autour des 160 mètres. Enfin, une manche
Ok, c'était les conditions, mais c'est vrai qu'on n'a pas été gâté en termes de performance. Et Kulm, l'année dernière, je me souviens d'un ravissement. C'était un ravissement d'avoir ces sauves qui étaient très proches de la bosse et puis qui continuaient. Pour beaucoup de sauteurs, là, il y a eu que Domaine Préhout, ce qui était à ras la bosse. Sinon, les autres, ils Mm. prenaient vraiment de la hauteur. Donc, voilà, les conditions décident pour nous et on ne s'est pas régalé. Non. Et moi, un peu comme je l'ai vécu, c'est un peu un concours le samedi par élimination. En fait, les 2 jours, en fait, le vendredi et le samedi. Déjà, Granerud, qui n'a même pas le droit de sauter, donc ça en faisait déjà un dehors, même si on ne le mettait pas dans nos favoris, je pense, parce qu'il n'a pas eu un bon début de saison. Mais ça faisait partie quand même des mecs sur qui on pouvait compter, quoi. Surtout comme il n'y a pas eu de qualif, on ne sait pas ce que ça aurait On donné, ne en sait fait. pas ce qu'il valait. Ouais. Puis il n'a pas été pris au par équipe, donc lui, il a fait le voyage pour rien. Ensuite, il y a d'autres sauteurs qui, dès la première manche, se sont fait, entre guillemets, éliminer. Kobayashi, qui fait que 214 mètres, 10e. Domaine, qui, c'est celui-là où il est vraiment rara. Oui, il y a les skis qui touchent à, je sais pas, 130, 140. Enfin, il s'élimine tout Voilà, seul un peu, hein. Techniquement, Domaine, 2e. il s'élimine tout seul. Yann Hurl, qui était en grosse bourre à la pouliche tournée, qui a fait 15e de la première manche. Geiger, qui est pour moi un bon sauteur en vol, 11e. Pashke, 24. Kubaski, 22. Preutz, 18. Donc, et au contraire, il y avait Kito Sao, il y avait Pedersen, Loa. il y avait Schnitzschul, il y avait Joie. Donc déjà, tu vois, dès la première manche, j'ai senti que il y a un truc, quoi. Oui, non, c'est clair. Et bon, après, c'était la première épreuve de vol de la saison, donc c'est normal finalement qu'on ait des cartes un peu rebattues. Ça m'a pas, ça m'a pas choqué. J'attendais de voir ce que ça allait donner l'Ovrokos, et finalement, bah, c'était bon dès les premiers sauts. Mm. Schneesol, j'avais dit dans le podcast précédent, j'attends de le voir au vol à ski avec son type de saut, bah, il a pas déçu. Mhm. Forfang, on sait qu'il vole très bien, il est très très léger et donc il était aussi dans les meilleurs. Donc c'était bien aussi d'avoir un peu ce mélange, d'avoir moins d'Autrichiens devant. Fettner, je sais plus, Fettner qui se rate tout seul comme un grand, là c'est ski qui pointe vers le bas. Ouais, Bah, ça fait plusieurs week-ends qu'il fait ça, depuis Innsbruck, qu'il fait ça à chaque saut, même assez souvent. Et là, bah, c'est pas passé. Il a tellement perdu, il a failli tourner vers l'avant. Heureusement, il se ouais. rattrape, mais il tombe sur la bosse. Et donc, c'est vrai qu'en plus, ça faisait tâche, hein, seulement 3 Autrichiens à domicile pour le reste de la compétition. Mm. Et d'ailleurs, ce qui a... En fait, je pense que Kraft était lui-même surpris parce que globalement, j'ai regardé donc au total, les, les meilleurs sauteurs ont sauté 8 fois et Kraft n'est pas du tout dans les meilleurs en fait. Bon, il a fait un gros raté sur le dernier saut D'entraînement, oui. il était dans le groupe là, dernier saut de l'équipe par équipe, Mm. mais Kos en moyenne il lui met 6 mètres pendant le week-end et à chaque fois hein, Alors, Kraft, au training, ouais. Il avait Il était malade. il avait une Ouais, il a sinusite. Donc, besoin. en fait, si on passe aux résultats finaux, finalement, derrière tout ça, bah, Kraft est champion du monde de vol. Il y a une semaine, ça paraissait la logique absolue pour, je pense, 98% des gens, et j'en fais partie. Dans le dernier podcast, j'avais dit l'immense favori, c'est Kraft. Donc, on a le Mm. champion logique d'avant au championnat du monde, mais on n'a pas forcément le meilleur voleur du week-end qui est champion du monde. Ouais, c'est ça. On va dire que d'un côté, on dit que pour moi, je le dis, hein, les trois qui auraient dû être sur le podium, c'est Lovrokos, Andreas Wellinger et Michael Eibok. Donc il y en a 2 sur 3 qui n'ont pas été récompensés, en tout cas sur l'individuel. Et au contraire, Kraft. Mais bon, comme tu dis, quelle aurait été sa performance dans une euh, forme, en tout cas sur ce week-end-là. Et l'autre, c'est Tim Isaïs. Mais je dirais que Tim Isaïs, il a quand même bien sauté. Donc, je le, Ah oui, moi je son suis podium, surpris de je suis surpris de t'entendre parce que Tim Isaïe, alors oui, si tu moyennes, effectivement, le premier entraînement, il est moyen, mais il gagne le deuxième entraînement, il gagne la première manche de vendredi, il gagne la deuxième manche de vendredi, et la troisième manche samedi, il est envoyé dans des conditions.
Il a plus 16 points de vent de dos quand Mhm. les autres avaient que quelques points de compensation. 7 pour Kraft et 9,7 pour Wellinger. Et ça change tout. Ouais. Il fait. Mais après, parce que je voulais voir pourquoi Kos avait pas fait mieux. En effet, en fait, chacun, ils ont eu un saut où ils ont raté. Donc, Zeiss, c'est le troisième, Kos, c'est le deuxième. Au global, si tu prends disons, les 10 meilleurs, enfin, les 10 meilleurs sauteurs en vol de ce week-end, en moyenne, ils ont eu un vent d'eau, donc une compensation de 5,2. Zeiss, il fait 6,5. Donc, tu vois, c'est pas non plus, enfin, c'est pas ça qui l'a vraiment désavantagé. Et Kos, il fait 8,4. Donc du lot, c'est lui qui a eu euh, les plus mauvaises conditions sur l'ensemble des trois sauts. Celui qui a eu vraiment les plus mauvaises, c'est Pashke, plus 14. Et celui qui a eu les meilleurs, c'est Kitosao 0 et Schnitzschol 2,9. Et les autres, c'est. Je suis d'accord, les chiffres sont vrais, ils sont bien calculés. Mais sur le déroulement d'une compétition, par exemple à Garmisch, le jury, il reste un sauteur, ils n'envoient pas Kobayashi parce que les conditions ont changé. Et là, Mm, Zeich, c'est le dernier saut alors c'était très tard samedi par rapport au climat et au soleil de janvier, donc il fallait pas que la compétition dure un quart d'heure de plus. Je suis d'accord, j'ai vu des vidéos sur place, ça rendait pas trop à mm. la télé, mais des vidéos sur place où il faisait vraiment sombre, il y a pas de projecteur à Kulm, mais il restait un sauteur. Ça se trouve, Ouais, je vois c'était ce que tu l'affaire veux dire. d'une Il aurait minute. pu faire un effort Hem d'attendre un petit peu. Finalement, à des conditions comparables, il aurait pu perdre Zeich. Bon, il avait quand même une dizaine de mètres d'avance quand même après 2 manches, mais là, il y a quand même une impression d'avoir, balancé la fin d'épreuve. En Mm, plus, bizarrement, enfin, tu vois, j'aime pas trop ces théories, tout ça, mais bizarrement, c'est Kraft qui est devant, en Autriche. mm. Je peux pas m'empêcher d'y penser. Et Ouais, du coup, ouais, et ça me puis, laisse un goût rien que, d'inachevé, quoi. je vois ce que tu veux dire. Et en plus, comme il est allé moins loin, il a moins bien été noté. Donc, quand bien même tu lui remets 3 points qu'il a perdus sur le style, ça le remet au-dessus de Wellinger, avec les mêmes conditions, et ça le met qu'à 2 points de Kraft, en se disant que potentiellement, ils auraient dû attendre, parce qu'il a quasiment le double de Vando de Wellinger et Kraft, et du coup, il gagnait. Donc, c'est vrai qu'on pourrait faire, tu es quasiment en train de lancer une polémique là, hein. Je crois qu'elle a pas eu besoin de moi pour être lancée, hein. Non, non, pas eu besoin de toi, mais disons que Elle tu as l'air d'être assez véhément sur le oui. favoritisme qu'aurait été mis pour Kraft Beh, sur ce point. ouais, qu'on aurait peut-être pu attendre, 1 ou 2 minutes de plus et advienne que pourra, tu vois? On sait pas le résultat final, mais là, je trouve il a été balancé. L'autre, qui fait quatrième, c'est, Johan André Forfang. Alors bon, pareil, les conditions, c'est dur de décrire, condition par condition, saut par saut, c'était quand même assez variable ce week-end. Mais c'est triste un peu pour lui. Il fait aussi quatrième avec le par équipe. Il avait été Mm. quatrième en 2016 à Kulm aussi également au championnat du monde de vol à ski. Et on en rigole un peu en privé, c'est terrible. Il continue cette série hallucinante. C'est donc toujours le recordman, peut-être à vie, de sauteurs qui a des places entre 4 et 10 sans faire de podium. C'est terrible. Ouais, c'est vrai que Forfang, surtout qu'il est sur une bonne dynamique. Euh, Après, on va revenir sur le par équipe, mais je pense que la déception, elle est plus sur le par équipe que lui, parce que quand même, c'est le meilleur Norvégien du week-end, avec peut-être la surprise Pedersen, que j'attendais pas aussi bon. Lindvik a été décevant alors que c'est un bon voleur. Granerud, on en a parlé. Tande n'a pas été top, c'est un bon voleur aussi. Donc Forfang, mine de rien, il a quand même tenu le flambeau de cette nation-là, tu vois. Comme peut-être Wellinger a tenu l'Allemagne, alors que sur la Slovénie et l'Autriche, il y a eu plus de partage entre Kos, Zeich ou Ebok et Kraft, quoi. Non, c'est vrai, oui. Mais c'est vrai que c'est décevant pour Ouais, lui. c'est décevant Parce pour que, lui et en enfin, même temps, c'est sa meilleure performance de la saison. c'est ça. Quatrième, c'est une bonne perf. C'est vrai que Kraft, champion du monde de vol à ski, c'est le seul titre Qui lui qui lui manquait. manque. Alors individuellement, il n'a pas de titre olympique, mais voilà, il est champion du Mm. monde olympique par équipe. Mais bon, en tout cas,
il complète son palmarès. Wellinger, c'est quand même une super performance, hein, parce que c'est pas non plus l'homme qui est réputé être le plus grand voleur, et donc c'est quand même, il a vraiment très bien sauté tout au long du week-end. Mm. Il gagne par exemple une des manches du par équipe aussi, en plus de ça. Donc c'est pas un coup de bol, hein. Wellinger était dans les tout Non, meilleurs non, sauteurs du Bellinger, je suis week-end, hein. d'accord avec toi, ouais, carrément. Avec son saut, Bellinger, donc il était pas facile. avec ce vent rabattant, il fallait prendre de la hauteur. Et puis Mm. après, il est capable de la convertir en vitesse cette saison. Donc c'était le combo en fait de ce week-end. Et quand même, on a des Slovènes, on a quand même un Slovène sur le podium et des Slovènes champions du monde par équipe. Donc la nation du Volaski ne déçoit pas. Et puis des bonnes performances, tu as mentionné Piotr Joa qui termine sixième, ben, c'est sa meilleure performance de l'année. Nico Kitosao, septième, qui est réputé pour ses accès d'agressivité et d'énervement, qui a été plutôt calme et fait trois sauts corrects. J'ai Euh, bien aimé Kitosao. Et Bock, qui reste un très bon voleur et qui mérite mieux. Kobayashi, il a eu un bon saut en individuel, mais avec du vent de face. C'est un peu à tempérer, mais il a bien sauté par équipe. Et dixième, donc Stéphane Laie, deuxième allemand, mais un peu, c'est le dernier qui restait, quoi. c'est bizarre. Alors, j'ai remarqué un peu en préparant. Par exemple, Kobayashi a été clairement très moyen dans son épreuve individuelle. Il a été excellent dans l'épreuve par équipe. Mm. Et tu as déjà parlé d'un de ses sauts. Il gagne les groupes. Leie, 10e, on peut dire quand même que c'est pas trop mal. En vol à ski, Stéphane Leie, c'est pas une trajectoire de vol connue pour ça. Mais alors, au par équipe, il a vraiment été dans le dur. Et à l'inverse, Pius Paschke, qui a vraiment eu du mal en individuel, 23e, il fait des sauts incroyables. Il est premier, troisième de son groupe au par équipe. Et l'Allemagne, d'ailleurs, ne manquait pas de mettre en avant que cette médaille de bronze des Allemands au par équipe. Bah voilà, Wellinger, on savait qu'il était bon. Geiger, on sait Mm. qu'il fait le job. Et c'est grâce à un Pius au-delà des espérances qu'ils ont pu aller chercher cette médaille. Après, Pius a vraiment eu des conditions dégueulasses en individuel. Mm. Je pense que lui, il a vraiment pas eu de bol, hein. Parce que 16 au deuxième et 23 au troisième, c'est deux fois il a eu les pires, quoi. Ouais. Vraiment pas de chance, quoi. Pius Panier, en hommage à Joséphine Panier qui prenait souvent les, C'est ça. les mauvaises Mais conditions. c'est vrai qu'on a vu même Peter Preutz, enfin les frères Preutz, hein, ils ont gagné tous les deux fois leur groupe au par équipe, alors qu'en individuel, ça n'a pas été génial, hein. Euh, Peter, le dernier saut, il fait 132 mètres. Donc, mais on a en effet des gars là, qui se sont remotivés pour le par équipe. Et ce qui fait que le par équipe a été une belle compète, hormis le groupe gagné par domaine à 194 mètres, quoi. Ouais. Avant d'aller plus loin, je voudrais dans les satisfactions, il y a Tate France quand même. Il est de 2005, hein, Mhm. il est jeune. Et il fait 20e individuel, donc il est dans la lignée de sa super tournée polonaise. Et je m'étais inquiété dans le dernier épisode de Yeven Maroussiak, parce qu'il y a un an à Kulm, il faisait des super performances. Et là, il fait 27e, donc il est dans ceux qui ont fait les trois vols, il est dans le top 30. Et quand on voit sa Mhm. saison sur tremplin, sur grand tremplin jusque-là, c'est pas un miracle, mais ça montre que vraiment il a un profil de voleur, parce qu'aller se hisser dans le top 30 alors qu'il passe même pas les qualifs dans les compètes normales, ça montre ses caractéristiques de vol. Ouais, et les deux autres ont des caractéristiques de voleur. Bon, bah, il y a une Sam qui avait mieux sauté la semaine dernière, mais Bressadola, qu'on a très peu vu, qui est toujours super agressif dans ses skis, et là qui fait 15e. Euh, donc une belle performance pour lui qui a le même système de saut que Domaine Preutz, si ce n'est en plus agressif. Du coup, il en a bien profité malgré le vent d'eau ici. Je peux pas te laisser dire plus agressif que Deven, parce que Ah bah si, de- Bressadola, bah après effectivement, il s'agite en l'air, c'est on voit qu'il se bat en l'air, mais ouais, Domen à la prise de ski là, du coup sur ouais, tu ZDF, m'avais envoyé. sur ZDF, c'était Séverine Freund qui était en consultant, et sur le dernier saut du par équipe, donc plus 29 de dos, donc je crois que ça doit Ouais, faire 2 mètres et quelques secondes de dos. Donc là, un sauteur
fonctionne avec un cerveau câblé dans le sens de la sécurité. Il se dit, je vais me débattre un peu, je vais prendre de la hauteur et puis on verra ce que ça donne en l'air. Et lui, en fait, il est en un millième de seconde, il est dans ses skis. Mais Séverine Fun, il fait ça, mais j'ai fait pareil devant ma télé. Il y avait la médaille d'or en jeu. Et tu dis, mais Mhm. c'est pas possible, il y a 3 mètres de seconde dans le dos. Pourquoi il saute comme ça? Et il fait 194 mètres. C'est miraculeux. Il n'y a pas autre chose que miracle. Ce saut-là, il a mis aucune adaptation aux conditions. Il s'est dit, allez, moi, je suis domaine, je saute comme domaine. Et ça passe, et c'est passé. Et s'ils ont la médaille d'or, il fallait pas qu'ils fassent 130 mètres, hein. Ils auraient pas eu la médaille d'or. Et il fait 180. En plus, il y a une image rigolote. Il fait 194 mètres. Il est déçu. Parce que bon, lui, voilà. Mhm. Et en fait, après, dans la raquette, il y a ses collègues qui lui disent, non, non, mais t'inquiète, Domaine, t'as fait le job, en fait. Les autres, ils ont fait 150 mètres. Ouais, c'est ça. Non, mais clairement, tu le dis bien, on voit qu'il a aucune adaptation au vent de dos et aucune adaptation aux conditions et que là, ça, c'est quand même beaucoup joué avec le feu. Euh, mais bon, on n'est pas sauteur, donc on ne sait pas ce qu'on aurait fait. Mais c'est vrai que là, le vent de dos, plus 30 de compensation, il est quand même costaud, quoi. Oui, Euh, parce que bah, après, une fois qu'il est en l'air, il descend plus, quoi. C'est quand même celui qui a frotté le sol le plus de tout le week-end. Surtout que la ouais. Slovénie, elle a perdu Ance Lanišek la semaine d'avant sur blessure au genou. Mm. Ouais. Donc elle pouvait pas se passer de domaine. Et elle a quand Ah même. si, on aurait pu mettre Gigi, Oui, mais il est, oui, la légende Legenda. Mais il Legenda. a pas cette année, il y arrive pas. Je l'ai pas Non, vu non, assez sauter. en vol. En vol, Bah, sur un malentendu, ça il a passera pas pas. passé, hein. En fait, tu sais, il était là au saut d'entraînement, il a pas été sélectionné parce que c'était le moins bon des 5 Slovènes. Ouais, non, ça c'est sûr. Donc du coup, victoire slovène avec un domaine Preutz qui nous a fait peur, Peter qui a gagné ses groupes, Lovrokos qui fait 2 fois deuxième dans le groupe le plus compliqué avec Ebok notamment, Timizaj qui est finalement le Slovène le plus en retrait, euh, qui lui était dans le groupe de Kraft, de Wellinger. Donc c'est toujours ça, hein, les groupes c'est un peu, Il faut voir faut contre qui. Il regarder. faudrait plutôt regarder en Voilà, termes de nombre de points marqués plus que de. Parce exactement. que euh, Zaïch, il fait 3 et 5 de son groupe, mais il marque plus de points que Domen qui fait 1 et 1, tu vois. Mais Voilà, il fait le il job, y a des quoi. points. Exactement. Donc victoire de la Slovénie, deuxième l'Autriche. Autriche emmenée par Ebok, emmenée par un Fettner qui là n'a pas fait les erreurs de la veille, Jan Hörl et Stefan Kraft. Et donc tu l'as dit, l'Allemagne qui sauve un podium avec la renaissance de Pius Paschke et les autres, notamment Andreas Wellinger qui a gagné son groupe. La Norvège, alors j'aurais mis Granerud à la place de Tande, alors je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas mis. J'ai pas Je explication. sais non plus. On va chercher. Schnitschol a été disqualifié, donc la Pologne termine que huitième. Mais si on rajoute les points qu'il aurait mis, donc environ, je sais pas moi, 200, elle aurait terminé derrière le Japon. Donc une nouvelle fois, une Pologne à côté de ses pompes, notamment Piotr Joua qui lui a terminé dernier 2 fois. Ouais, il a tout Décidé de donné. Et Pologne qui avait remis Camille. Kamil Sztor qui n'avait pas été. Alors qu'ils avaient mis Waszek Bon. à l'individuel. L'Autriche, Earl, quand même, bof bof, hein, te l'a dit un tout petit peu Mm. au début. L'avantage de ne pas avoir eu Eurosport, c'est que sur ZDF, ils ont des plateaux et les sauteurs, après chaque saut, ils passent sur le plateau. C'est ça. Et c'était quand même intéressant de les écouter vraiment. Par exemple, Pius Paschke, il était mais rayonnant et il parlait vraiment de plaisir. Et la journaliste qui lui demandait, mais c'est quoi le plaisir d'être en vol? Et il a décrit ses sensations, que voilà, c'était. Et puis vraiment techniquement, à chaque saut, il disait, voilà, au prochain saut, je, sais pas, je vais plus monter, je vais plus me laisser aller dans les skis. Enfin voilà, c'était quand même assez intéressant. Et on voyait vraiment cette notion de plaisir quand même en vol à ski. Tu vois, nous, devant notre télé, on joue un peu peut-être les blasés, mais Mm. eux, sauter 200 mètres, on sent quand même qu'ils sentent quand même largement la différence. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur ce week-end de vol à ski avant qu'on reprenne la direction des tremplins de Coupe du Monde. Non, 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 bah, non. Voilà, donc on ira du coup, alors la prochaine étape c'est à Villingen,
si je me trompe pas, c'est ça? C'est ça exactement. Donc on reste sur un Voilà, grand tremplin, même si c'est pas du vol. non, Villingen, donc ambiance assurée, ça démarre, bah, là c'est classique, hein, qualification le vendredi, concours le samedi, qualification le dimanche, concours le dimanche, Ouais. sur le HS 147, avec les femmes aussi, qui viennent sur ce grand tremplin, hein, c'est ça, elles sautent sur le grand ou Oui, pas? bah, comme l'année dernière, oui, Ouais. sur Ouais, le Mühlenkopfschanze. Et mhm. malheureusement, l'année dernière, on avait eu un par équipe mixte qui était bien sympa. Et on n'a pas droit cette année. C'est juste un programme avec des épreuves individuelles. Je trouve ça un peu dommage. Voilà, dernière épreuve en Europe avant 2 week-ends en Amérique et au Japon. Et puis on reviendra en Europe fin février pour Oberstdorf avant la tournée des pays plus nordiques, l'Arti, le Roer et Planitza. Ouais. Les retours On va... des Français aussi à Villingen. Ah oui, exactement. Comme Valentin Faubert et Jules Chervet qui sont sélectionnés donc, pour Villingen. Ça va être intéressant de revoir Valentin tenter une qualification pour une deuxième Coupe du Monde. À noter quand même que Alvor Egner Granerud a annoncé ne pas participer à Villingen, l'Éclasie des Sapporo, hein, c'est ça. oui, Il reviendra à avec Oberstdorf. une phrase toute granerudienne. Il dit je tape dans un mur et ça sert à rien de continuer à taper dans un mur chaque week-end à faire le tour du monde. Donc on Voilà, sent l'homme blasé et donc bah il va se préparer pour la fin de semaine. Il y a du vol à ski à gogo à la fin de saison, pardon. Et aussi pour revenir sur les Français, ils étaient déjà à Villingen ce week-end. Il y avait la Coupe continentale et malgré un mal de tête, il était malade, Valentin Foubert. Il a réussi à ah, rentrer 2 fois dans les 30. Donc, quand même son niveau maintenant de base, c'est quand même de rentrer systématiquement dans les 30, voire mm, mieux en coupe continentale. Donc, normalement, on peut espérer, s'il est en bonne condition, continuer à enchaîner les qualifs en Coupe du Monde. Et c'est vrai que ce qu'on lui souhaite maintenant, c'est d'aller gratter le top 30, un peu comme Emma Chervet fait chez les femmes. Elle, maintenant, elle rentre dans les 30. mm. Voilà, et on devra avoir ton ami Benjamin Oswald donc pour prendre la place de Granerud. Ça n'a pas été confirmé, mais vu qu'il a gagné, je pense que c'est sûr. Et Robin Pedersen, ce sera sympa de le voir sur un autre tremplin que le vol. J'ai de grandes. Je pense qu'il peut faire quelque chose de bien. Ouais, Donc, il assure. surdomine la Coupe continentale. Même en étant absent ce Exactement. week-end, il a encore 250 points d'avance. Et avec son style, alors c'est très particulier parce qu'il se met en H, mais en H majuscule version Spider-Man. Et ses skis Mhm. sont complètement sur la tranche, hein, parce que non, on dit toujours normalement que les sauteurs essayent d'avoir les skis à plat. C'est comme ça qu'on a de la portance. Lui, il a abandonné un peu ce critère pour s'étendre le plus possible. Et bon, bah, il est quand même il était très performant sur le vol à ski, surtout pour enfin, c'est pas un débutant. J'imagine qu'il a déjà dû sauter à Vikersund, mais il arrive dans l'équipe comme ça. Il fait, je sais plus, 10-12 peut-être enfin 12-13 peut-être de l'individuel. Il est dans l'équipe quand même norvégienne. Il est Mhm. costaud, quoi. Il est vraiment costaud aussi mentalement de s'être intégré comme ça. Tout en revenant Exactement. du Japon, de la COC. Ouais, ouais. Non, non, il a fait une belle performance. Voilà, donc on vous retrouvera bien sûr pour le débrief de Villingen, donc le week-end prochain. On enchaîne sur le débrief de Ljubno, 2 épreuves féminines dans une ambiance exceptionnelle. La Coupe du monde féminine de saut spécial était donc à Ljubno ce week-end, le petit HS 94 niché dans une petite vallée slovène assez loin de toute ville. Et malgré ça, nous avions une foule extraordinaire samedi et dimanche. Un record de spectateurs pour une épreuve de Coupe du monde féminine seule, avec une estimation de 10 000 spectateurs. Alors je ne sais pas si ça se joue pas avec Villingen l'année dernière où il y avait un monde fou, mais c'est un week-end hommes-femmes, on ne sait pas trop pour qui, on va dire, viennent les spectateurs. Que là, à Ljubno, c'était certains qui venaient pour voir les femmes sauter et c'est magnifique, une telle ferveur. On avait des drapeaux partout de la Slovénie parce qu'une Slovène est en tête de la Coupe du Monde, parce que de nombreuses Slovènes font de grosses performances et c'est ce qu'on va détailler. Alors, ça a commencé samedi par une victoire d'Eva
Pinkelnig, qui gagne les 2 manches. Donc elle a fait simple, c'était la plus forte samedi. Et l'héroïne locale attendue de tous, Nika Preutz, prend la deuxième place grâce à des sauts tout à fait corrects, mais moins bons tout simplement que Pinkelnig à 7 points. Et c'est Alexandrie Aloutit, la Canadienne, qui complète le podium à 11 points, était troisième de chaque manche. Troisième, alors avec des sauts très longs, hein, ça a été dit à l'antenne d'Eurosport, mais des télémarques, on va dire, plus problématiques. Donc quand même quelques points perdus dans la bataille. Elle perd, elle perd quand même des points sur les autres à cause de ces télémarques. Et donc pour gagner, il lui faudra augmenter ce point-là. Par exemple, dimanche, Alexandria Lutit ne fait entre guillemets que quatrième, mais en termes de distance, elle pouvait taffer. Et ben c'est simple, elle fait un demi-mètre de moins que Pikenlig et un demi-mètre de plus que Nika Preutz. Par contre, elle perd par rapport à Nika Preutz, elle perd, je vous le fais de tête, 7 et 4, elle perd 11 points et elle finit à 11 points. Donc voilà, ça vous donne une idée. Le point d'amélioration d'Alexandria Lutic. Ça sautait moins aux yeux depuis le début de saison. Là, c'était ce week-end à Ljubno un peu plus que d'habitude. Et donc dimanche, une victoire à domicile. Et donc là, les spectateurs étaient ravis de Nika Preutz devant Eva Pikelnik. Donc ça nous fait un week-end à 181 points pour les deux sauteuses. Et la troisième, le public était de nouveau extrêmement content parce que c'était l'autre Nika, Nika Krishnar, qui prend la troisième place avec deux sauts très solides. Ce week-end, on a eu des grosses performances également de Yuki Ito, hein, qui continue sa belle saison. Elle fait quatrième samedi et cinquième dimanche. Si on regarde un peu plus ce week-end par rapport au classement général, parce que là on peut commencer à penser à la course au classement général. Donc c'est une somme neutre entre Pinkelnig et Nika Preutz, les 180 points chacune. Donc toujours 200 points d'écart. Yuki Ito, là, elle a perdu quand même pas mal de, de points sur Nika Preutz. En l'occurrence, elle fait 95 points, donc elle en a perdu 85 de tête. Et Loutit, grâce à ses bonnes performances, remonte à la quatrième place mondiale. Donc là, elle vient d'enchaîner quatrième, troisième, quatrième. Et elle double Joséphine Panier à la quatrième place mondiale. Donc Joséphine Panier qui est actuellement cinquième mondiale. Sur ce week-end, on a des performances, j'ai envie de dire, un peu plus correctes des Allemandes. Katharina Schmidt qui fait 10e et 13e. Alors c'est sûr, c'est pas phénoménal. Mais quand on a fait 30e de la dernière épreuve avant bah, c'est une sorte de reconstruction. On a Anna Ruprecht qui est donc la sauteuse des petits tremplins qui a pris une 12e et une 10e place et donc elle continue à enchaîner ses meilleures performances sur ce type de tremplin. On peut noter aussi les performances toujours solides de Thea Minian Burset sur ses tremplins 6e et 14e. Les sauteuses qu'on peut mettre en avant, c'est aussi Emma Chervet qui continue d'enchaîner les top 30. C'était la quatrième et cinquième fois ce week-end qu'elle était dans les top 30. Elle enchaîne vraiment de façon maintenant très fiable. Et 24e samedi, c'est un nouveau meilleure performance en Coupe du Monde. Et donc, oui, tous ces sauts du week-end ont été dans le top 30. Donc, Emma, là, elle remonte à la 39e place mondiale grâce aux 11 points qu'elle a marqué ce week-end. Il y avait aussi de très jeunes Slovènes engagés pour la première fois ou presque en Coupe du Monde. On peut citer Tina Herzar, donc, qui fait des merveilles dans les catégories OPA et même ICOC, et qui a pris une 17e et une 22e place. Donc c'est une sauteuse très jeune, elle est née en 2008. Elle a tout juste 16 ans. Elle a, elle a vraiment déjà un style de saut vraiment très en place, même si ce week-end elle a fait quelques erreurs à la réception. On voit que c'est une sauteuse pleine d'énergie et d'émotion, donc on était content de la voir pour la première fois en Coupe du Monde. Et il y a Taya Bodlage également. Alors elle, on l'avait vu déjà en début de saison, elle a marqué des points par exemple à Engelberg. Et surtout, elle revenait tout juste de Corée où elle a pris le titre de championne le titre olympique de la jeunesse. Et là, elle fait 2 fois 20e. Donc la Slovénie
tout en haut du classement et la Slovénie qui place ses sauteuses un peu partout, parce qu'une Katra Komar, qui est pas bien vieille pourtant, euh, qui est donc dépassée, enfin, qui est 11e et 19e, donc toujours solide. Même en l'absence d'Emma Klinec, la Slovénie se porte bien. Slovénie à domicile aussi, c'est peut-être un tremplin qu'elles connaissent bien, mais voilà, c'était beau cet enthousiasme. Sauteuse en retrait ce week-end, on peut parler de Joséphine Panier qui fait 2 fois 15e. Alors, il y a eu une belle remontée dimanche en deuxième manche, donc pour venir rester dans le top 15. Donc finalement, c'est le niveau seuil cette saison. Donc s'il doit y avoir un point de satisfaction, c'est de dire que l'année dernière, je crois qu'elle est de peut-être 15e ou 16e mondial. Donc là, cette année, dans ces compétitions les plus difficiles, elle est autour du top 15. Donc ça reste satisfaisant. Mais c'est vrai que les performances actuelles de Joséphine ne lui permettent plus de jouer le podium comme c'était le cas sur les premiers week-ends de la saison. On a une Tsai Fritzberger qui avait enchaîné les top 10 au Japon sur les 4 épreuves japonaises, là, qui étaient un peu plus loin, 13e et 11e. C'est tout sauf catastrophique, mais c'est derrière. Et malheureusement, fin de série pour Silly Opset, qui avait marqué des points, y compris sur les petits tremplins, lors des derniers week-ends de Villars et de Zao. Et cette fois-ci, ça s'est arrêté fin de série à Ljubno, non qualifié samedi, 37e dimanche. Voilà, c'est un peu un aperçu des épreuves du week-end. On l'a dit donc pour les hommes, et ben donc c'est également Willingen pour les femmes. Donc ça va être sympa de les voir sur le HS 137, 147 pardon. Surtout qu'on se souvient de l'année dernière et des performances incroyables, notamment le saut de 149,5 mètres de Katarina Altaos à l'époque, elle s'appelait encore comme ça. Euh, le samedi, ouais, ça reste le saut de la saison, le saut féminin de la saison si on enlève le vol à ski, avec ce télémarque à 149,5, c'était extraordinaire. Voilà, voilà le programme. On se retrouve tout de suite pour le débrief du combiné nordique. Donc oui, on se retrouve à Chonard. Alors on a parlé de plage tout à l'heure et de bronzage, mais il y avait quand même et surtout du sport et du sport d'hiver. Et pas de surprise, on retrouve chez les hommes notre Jarle Magnus Rieber, souverain, qui enchaîne et enchaîne et enchaîne et enchaîne cette saison. Et oui, huitième victoire, enfin septième et huitième victoire de la saison pour l'ogre norvégien, qui donc en 11 compétitions n'a pas été pire que deuxième. Donc un Jarl Magnus Rieber, donc était peu vêtu au vu de la température. Et il a pas laissé de suspense, peut-être un tout petit peu plus le dimanche parce que c'était Jürgen Grabach qui partait derrière lui, mais peu de suspense. Oui, non, et donc 1070 points sur 1100 possibles depuis le début de la saison, 64e et 65e victoire en Coupe du Monde ce week-end, 90e podium dimanche, il égale la légende Hannu Manninen. Donc je pense que c'était un des derniers records qui lui restait à prendre. C'est totalement sidérant et en termes de suspense, c'est vrai que t'es gentil, parce que là, en fait, sur ce week-end, il a été exceptionnel en saut, ça on a l'habitude, mais en ski de fond. Et d'ailleurs, son interview dimanche après le podium à Chonard, il dit oui, oui, en ce moment, je me sens bien, je saute bien, mais je suis even better. Je crois que je suis même meilleur encore sur les skis de fond. Et là, il y a eu un petit frisson dans la foule en se disant, mais c'est quoi ce monstre? Mm. Et ça se confirme dans les chiffres parce qu'il fait le huitième. Donc il part tout seul. Donc pour lui, c'est un contre-la-montre de 10 km. On sait que c'est quand même plus difficile, les contre-la-montre. Il fait le huitième temps de fond samedi, le quatrième dimanche. Et Jürgen Garabach, qui était derrière lui à 30 secondes, il est plus lent que Rieber dimanche. C'est incroyable. Ouais, je te rejoins tout à fait parce que c'est de loin son meilleur week-end de fond, étant donné qu'il a le même niveau en saut depuis le début de saison. Il a clairement là montré, je pense, son plus beau week-end, en tout cas le plus abouti. Alors,
le contre-la-montre, la seule différence, mais toi tu peux le dire puisque tu étais sur place, j'ai l'impression que tu vois régulièrement tes adversaires quand même sur cette piste et que donc il avait potentiellement des repères lui permettant de voir combien de temps était Rabac ou Rettenegger où il ne voit pas. Oui, oui, c'est une piste où on voit beaucoup, on voit loin et il y a des virages. Mais justement, ça aurait pu être une sorte de gestion. Mais en fait, là, il laisserait vraiment rien transparaître. Et pour l'avoir vu passer à 1 mètre devant moi, alors 5 fois, la piste, elle avait été réduite en plus De borne. à 2 kilomètres. Mm. Mais ça se voit aussi à la télé. On n'a pas cette impression d'effort maximal comme on peut avoir chez des autres qui tirent la langue. Grabach, il n'avait pas de bandeau, il était cette espèce de zombie à la fin. On voyait qu'il avait tout donné, il était Mm. mort, quoi. Et Rieber, alors, il se balade pas, hein, il est dans l'effort, mais il ne donne pas cette impression, quoi. C'est vraiment incroyable. Enfin, c'est vraiment de la pure admiration de le voir skier comme ça en vrai, de façon si efficace. Alors, je pense que sur son niveau de ski de fond, il y avait aussi peut-être les conditions. Il est léger, il a un ski très léger. Grabach, c'est un peu plus un tracteur. Mm. Et je pense que sur la neige molle dimanche, le tracteur avait moins de chance que l'elfe qui ne s'enfonce pas dans la neige. Et c'est incroyable quoi, ce qu'il a fait ce week-end. Ben, en plus, alors sur les temps de fond, donc le samedi, la victoire s'est jouée à 22 minutes 13 pour Geiger et tu mentionnais Rieber, il a fait 22-42 et Grabach a fait 22-29. Si on regarde la différence avec les temps de fond de dimanche, Rieber il perd 1 minute tout rond, Grabach il perd 1 minute 20, 1 minute 15 et Geiger qui a été plus ou moins le métronome parce qu'il a gagné les deux, il perd presque 45 secondes. Donc, on- Ouais, ça il- confirme qu'il est voilà, moins impacté par exactement. la neige molle. Ah Exactement. mais Il a merci pour les chiffres. moins perdu que Grabach et il a fait la même performance que Geiger, sachant que le dimanche, il avait donc une avance sur Grabach de 32 secondes contre 1 minute 28 le samedi. Donc Grabach avait largement mieux sauté le dimanche que le samedi. Donc c'est sûr que quand il est dans ces conditions-là, il est imbattable. Et en plus, il a, comme tu le dis, cette gestion de l'effort, gestion de la fatigue, que toi, tu as pu voir de près au niveau de son faciès et de sa condition physique. Il est clairement au-dessus du lot. C'est dommage que cette année, il n'y ait pas de rendez-vous important pour le combiné nordique, mais il a eu l'année dernière où tu avais été très critique sur sa gestion de sa saison. Je pense que cette année, tu peux remballer tes skis. Euh, il peut encore faire une impasse. Je ne sais pas si tu es encore là-dessus. Non, bah non, là il est interviewé aussi. On lui a demandé s'ils allaient. Bon, ils savent pas trop quoi dire, hein, les journalistes. Enfin, c'est pas des journalistes d'ailleurs, les speakers dans l'air d'arriver. Ils lui demandent ils vont ouvrir du champagne après un week-end comme ça. Il l'a un peu renvoyé dans ses cordes en disant bah non, on a le Zeffel, on a le triple de Zeffel dans 5 jours. Bien sûr, je suis très content, mais on va surtout penser à la récupération et pas la fête. Donc non, je pense qu'il est focalisé sur sa saison. Là, il est en train d'aller tout droit vers le globe. Et je pense que cette année, il s'amusera pas à faire d'impasse. Les impasses, il les fait pour préparer les grands championnats. Cette année, il n'y Exactement. a pas de grand championnat. Je pense qu'on oublie cette idée. Par contre, il s'offre le droit d'être malade, Mm. ce qui est quand même aussi peut-être son talon d'Achille. Donc, il s'offre le droit d'avoir un week-end d'absence. Là, on voit Lamparter qui était absent ce week-end, donc c'est quand même le numéro 2 depuis le début de la saison. Mm. Bah, voilà, au classement général, c'est terminé parce que le nouveau numéro 2, il est toujours autrichien, il est toujours très jeune. C'est Stefan Rettenegger, qui fait deuxième et troisième ce week-end, qui saute très bien et qui résiste sur la piste. En fait, on a vu devant des contre-la-montre en fait, hein, ce week-end. Samedi, c'était un contre-la-montre de Rieber, puis Stefan Rettenegger. Ah, il y a eu un suspense pour la troisième place parce que le frère Thomas Rettenegger ne tenait pas, donc ça a permis à Grabach de monter sur le podium. Et Mhm. dimanche, c'était carrément 1, 2, 3. Donc Rieber, Grabach, Rettenegger, Stéphane, en contre-la-montre. Et seulement derrière, la foule des combinés normaux quasiment. Alors pour finir sur Reaper,
Il n'a pas gagné le triple ni en 2023 ni en 2022. Même l'année Ah, dernière, il n'était pas sur le podium puisqu'il avait dû ne pas y être, je pense, à vérifier. Donc, il a une revanche à prendre à Seefeld. Il l'a déjà gagné 2 fois. Le recordman, c'est Eric Frenzel qui a gagné les 4 premières éditions. Il sera en lice pour son troisième. Stéphane Reckentenegger, donc on en a déjà beaucoup parlé depuis qu'il a un peu. Enfin, cette année, typiquement, il a déjà fait 6 podiums, mais le week-end d'avant à Oberstdorf avait déjà fait 2 podiums consécutifs. Là encore, il est très solide et c'est clair qu'il paraît un candidat important pour une place sur le podium du classement général. Et Grabach était plutôt en phase descendante et donc là est revenu au niveau qu'on avait vu de lui à Kusamo. Et donc avec l'emparteur qui, comme tu le dis, a laissé passer des points une nouvelle fois ici, on se retrouve donc avec 4 athlètes pour 2 places sur le podium. ouais, non, c'est clair. Et Stéphane Rettenegger, donc il saute très bien là, à nouveau 2 top 3 ce week-end. Et si je regardais le temps de fond, donc je regardais d'abord le classement et je voyais 20e et 16e. Je me dis, ah bon, c'est correct, plutôt correct moins. Mhm. Et en fait, ce que j'avais pas réalisé, c'est que c'est ultra homogène le combiné maintenant. En fait, il y a euh, entre le dimanche, entre le troisième temps de fond et le 20e, il y a que 24 secondes. C'est rien du tout. Donc en fait, avec un 16e temps de fond, en fait, il est dans les temps des meilleurs. Ouais, on peut pas dire autre chose que ça, moins de 20 secondes d'écart. Donc ça confirme aussi notre impression dont on parle régulièrement, c'est que ça se joue vraiment de façon sidérante dès le saut, parce qu'en fait, quand tu as les 20 meilleurs, enfin, Ga- pas Karl Geiger, Vincenz Geiger est quand même un peu trop rapide. Il se détache devant, mais sinon, les autres, c'est un peloton d'une vingtaine de coureurs en 20 secondes. Donc en fait, ce qui fait l'écart, c'est le saut. Mm. Alors Stéphane Rettenegger, je trouve moi, a mieux sauté ce week-end que les autres. Il était toujours comme ça dans, je dirais, le top 4, top 5 des meilleurs sauteurs avec Lamparter, avec Rieber, avec son frère Thomas. Là, je l'ai trouvé un peu meilleur. Et comme tu le dis, en fond, il est clairement plus un sauteur qu'un fondeur. Il est très jeune aussi, hein, donc on sait que il a encore du temps pour acquérir cette maturité de fond, mais on le sent pas, contrairement à son frère notamment, euh, à la fin, tu vois, perdre vraiment la baraka et du coup se faire bouffer par le meilleur fondeur qui est Vincent Geiger. Il a lutté donc pour que Geiger ne le rattrape pas sur le deuxième concours. Moi, j'ai bien aimé Ilves, dont j'ai trouvé la. Alors, on sait que c'est un très bon sauteur, hein, ça l'a toujours été. Mais alors là, en fond, il m'a scotché parce que suivre Geiger ou Grabach comme il le fait, je trouve ça très très costaud, quoi. Ouais, Ilves, c'est un Rieber un peu inabouti, en fait. C'est Rieber en quelques pourcents de moins, parce que comme tu dis, il saute très bien, et il court très bien en fond. Il manque un petit chouïa pour aller chercher les podiums cette saison. Ensuite, on a donc Vincenz Jäger qui malheureusement est trop loin au moment du saut et malgré des courses de fond très très, enfin, un rythme très élevé puisqu'il a gagné les deux, ça ne suffit pas. Euh, c'est peut-être là où cette année il est pas assez bon, il est pas assez bon Ah, clairement au saut, hein. clairement, il fait deux top 10 là, 8e, 4e, mais 23e et 18e des sauts, puis à loin, à 1 minute 30, à 2 Mm. minutes. Euh, il en manque, quoi. Il peut se battre comme ça, mais ça suffit pas pour le podium. Un profil assez proche sur le week-end, c'est Manuel Feist aussi, l'Allemand. Mm. 10e samedi, 6e dimanche, pareil avec des bons temps de fond, mais euh, un peu en retrait en saut. Dimanche, le premier Allemand, donc Schonard, c'est quand même à domicile pour eux. Il était 17e du saut. Donc là, il y a une faillite allemande au tremplin cette saison
qui les empêche. Schmid, Non, j'ai il même pas était relevé mauvais. ses résultats. Ouais. C'était pas un bon week-end hein, pour les Allemands, Bah, de clairement. toute façon, le meilleur sauteur aujourd'hui chez les Allemands, c'est quand même Terence Weber. Et du coup, qui d'ailleurs a fait un très mauvais week-end en saut, mais je suis d'accord avec toi. Et quand on voit, euh, si on prend les meilleurs, je dirais, les meilleurs sauteurs, c'est qui? C'est Ribert, Lamparter, les deux frères Rettenegger, Rere, Ilves et peut-être Yamamoto. Tu es d'accord avec moi? Oui. On n'a pas d'autres. Les meilleurs fondeurs, donc il faut regarder leur classement de la Coupe du Monde. Meilleurs fondeurs, c'est Geiger, c'est Rudzek, c'est Grabach, c'est Feist, et c'est Oftebro, et Hirvonen et peut-être Erola. Clairement, on voit qu'aujourd'hui, en combiné nordique, il vaut mieux être dans le premier groupe que dans le deuxième, quoi. Et t'as beau, comme tu l'as dit toi-même, hein, faire des compacts, des individuels, des courses à 7-5. En fait, ça ne change rien foncièrement au classement qui donne les meilleurs fondeurs devant, les meilleurs sauteurs Ah ouais. devant. Ouais, non, Il y c'est a clair. trop Bah, d'écart. parce que. Oui, mais parce qu'il skie bien. On a Bah, passé en fait, 3-5 je me minutes demande sur si, Ribber. quand tu vois là quand même, hormis les trois premiers, que c'était beaucoup par groupe, euh, je sais pas au niveau du. En fait, j'essaie de faire l'analogie avec le vélo, par exemple. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de groupes comme ça qui sont en patate, chasse entre la quatrième, jamais un groupe à la deuxième place, hein. On a souvent deux, trois mecs, voire quatre, et après on a un gros groupe. Je me Oui, rappelle pas oui. les autres années d'avoir eu des groupes comme ça où il y a peut-être du coup des mecs qui se cachent, des mauvais fondeurs entre guillemets, qui profitent du fait qu'il y ait une nivellation du niveau, comme tu l'as dit, pour en fait n'avoir moins de déséquilibre euh, qu'à une époque où du coup, tu te rappelles, les portiques et tout, ils étaient à la ramasse dès qu'ils se faisaient couper. Et là, même Rettenegger, il termine encore correctement, hein, il termine dans le peloton, hein. Thomas Ouais, Rottenegger, Thomas. oui, oui, Alors qu'il fait c'est clair, 40e. Attends, il fait c'est 40e, ça. hein. Il est deuxième et quatrième du saut, il fait 40e et 33e des temps de fond, mais en fait, il fait deux top Bah 10. voilà. Donc, Donc, en fait, d'ailleurs, ça doit être un exemple pour d'autres combinés qui ont des difficultés en fond, mm, euh, en sautant très très bien, être top 10 en Coupe du Monde quand même, bah tu ouais, vois, non, non, mais moi, avec le 40e temps de fond. ouais, lui, clairement, il est à l'image de ce que je pense du combiné actuellement. C'est que tu peux avoir un niveau de fond calamiteux, hein, et c'est son cas, hein. Franchement, il est nul. Et ben, il est dans le top 10 de la Coupe du Monde, quoi, le mec. Il s'en fout, en fait. T'as pas besoin, t'as plus besoin d'être bon en fond. Donc c'est vrai, Si, parce c'est que en triste. fait, parce qu'il il est que top 10. Par contre, avec son niveau de fond, il peut pas faire podium. Et Parce qu'aujourd'hui, ouais, mais il est né, oui, mais lui, enfin, il fait une non, saison extraordinaire. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? il fera ce qu'il peut parce que le ski de fond, il va s'entraîner. Mais Thomas, je crois que c'est le grand frère en plus Oui, c'est de grand. Stéphane. Donc, il a un an de plus. Ben, on verra. Et c'est comme Röhrl. Il a une super carrière. Il enchaîne pas mal de top 10, mais il en manque quand même un chouïa pour aller faire les podiums. Mm. En tout cas, les podiums tous les week-ends. D'ailleurs, sur ce type de profil, on a un Zeidel de retour Ouais. qui fait aussi deux top 20, même aux portes du top 10 dimanche, et avec des sauts qui sont pas du grand Zeidel de l'époque, Non. parce qu'il est Mm. plutôt autour de la 10e place. Et pareil, il se défend bien. Euh, et sinon, dans Federer les, a bien sauté et du coup, bah, il a bien classé, hein. ouais. Et il y avait les adieux aussi de Fabian Riesle, donc le célèbre Allemand, compère de Rietzek et Frenzel de tous leurs titres champion du monde par équipe, X fois champion olympique, X fois. Et c'était un grand moment. Alors les Allemands à Schonard, ils ont fait ça bien. Euh, à peu près, je dirais, trois quarts d'heure de cérémonie ressenti 4 heures. Mhm. C'était magnifique. Il y avait des moments émouvants, des témoignages, des cadeaux et tout. Mais alors, C'était bon, long. bah, moi, c'est sûr que pour les Allemands, c'était une façon d'honorer un de leurs grands champions. J'avoue, j'ai moins de liens affectifs avec Fabien Riesle. Ouais, c'est un peu longuet sur la fin quand même. Il est venu, Et nous avons... Frenzel? Non, on s'est posé la question, mais en fait, il est aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Ouais, Mais t'inquiète, même sans Frenzel, il y a eu ce qu'il fallait de témoignages d'amour. ouais, j'imagine.
Voilà donc ce qu'on Et, pouvait dire. Non, et dis-moi, vas-y. puis les Français, Ah oui, pardon. J'ai tendance à les oublier au vu de leur performance. aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est dur parce qu'ils se battent et puis il y a quand même des résultats. Matteo Bo qui fait 18e samedi. Mhm. Et il a fait du pur Matteo Bo, c'est-à-dire il était 18e du saut. Donc toute la saison dernière, on a dit ça. Un Matteo en forme, il fait ça. Son classement du saut, c'est son classement final, c'est ce qui s'est passé. Et dimanche, il est envoyé. Alors j'étais le long de la bosse pour prendre des photos. Et donc on voit Matteo Bo s'installer sur la barre. Et là, je suis le long de la réception et je sens le vent comme il n'y avait pas eu depuis le début de la manche, qui me dégouline dessus, vraiment. Et je vois feu vert. Et donc, en fait, bah, on regarde sauter, bah, comme par hasard, 40, quoi, 46e saut. Mais vraiment, là, il pouvait rien faire. Et après, en discutant avec lui, il me dit, mes skis étaient rabattus tout de suite. Ça s'est senti tout de suite. Il y avait absolument rien à jouer. Donc, il se bat sur l'épreuve de ski de fond, parce qu'il fait le 5e temps de fond. Donc, c'est C'est quand même très bon, un ouais. C'est probablement son très, meilleur très temps de bon. fond de l'année. Voilà, il fait 34e au final parce que, il partait très loin dans la vague. Et dimanche, Laurent Mullet-Thaler, 9e, grâce à son 9e temps de fond, il fait top 15, son premier top 15 de la saison. Il a fait 30e samedi. Et bah, Laurent, ça se voit qu'il a vraiment des difficultés, surtout en comparatif des saisons précédentes au tremplin. Et avec heureusement derrière un gros niveau de fond. On a Marco Ennis qu'on connaît maintenant, qui a un profil un peu opposé, qui a fait des bons sauts ce week-end, 20e samedi, mais surtout 12e dimanche. Mais là, sur les skis de fond, c'était plus difficile avec des temps de fond qui lui ont pas permis de rester dans le top 30, 34e et 32e. Faut voir que là, Marco, il perd 1 minute 55 sur Rieber dimanche, donc c'est Ouais. beaucoup Alors trop. j'ai une stat Il- sur Marco Hennis, si tu veux. En moyenne, en termes de nombre de places perdues entre le saut et le fond, enfin entre le saut et son classement final, Mm. c'est lui qui a le plus grand nombre de places, avec un total cumulé de 179 places ou 16,3 de moyenne. Le deuxième, c'est Paul Walcher avec 11,8 et troisième, Ryota Yamamoto avec 10,6. Et est-ce que tu connais celui qui a l'effet inverse? C'est-à-dire en moyenne, il gagne le plus de places. Geiger, Ouais, c'est Geiger. Alors, il y en a un qui est plus que lui, mais il a fait que 4 compétitions. c'est Euh, Stroglund. alors lui aussi, mais il en a un, il est troisième. C'est Jacob Lange qui a gagné une moyenne de 17 places,3. Et Geiger est deuxième avec 12,4 places et Skoglund troisième avec 12 places. Et ton ami Stephen Schumann avec 11,9. Cinquième, c'est Aaron Kostner avec 10,6. Donc on a Qui les, aura été cité au moins une fois cette saison dans le voilà, podcast. qui auront été cités une fois cette saison. Donc voilà, je te laisse sur Marco Anis, mais Non, non, mais typiquement, cette oui. statistique montre malheureusement les difficultés qu'il a à conserver Euh, sa place tu- après un faut, saut correct. faut pas qu'on se contredise parce que sur Thomas Rettenegger, avec des temps de fond comparables, on dit que Thomas Rettenegger fait 2 top 10. Donc Marco Ennis, il y a deux postes. Soit il arrive à augmenter le curseur en saut, et s'il fait des sauts, on va dire niveau top 5 du saut, en fait, grâce aux écarts, il pourra peut-être rester, on va dire, dans le top 15. On l'a vu en début de saison à Ruka, là, quand il fait, je crois, 18e de tête. Ou alors, il monte le curseur en ski de fond pour rester plus accroché dans les groupes qui reviennent sur lui. Mm. Et donc le quatrième français, c'est Antoine Gérard qui fait 44e samedi et 38e dimanche. Dimanche, le 14e temps de fond. Donc à nouveau, il s'est battu, mais Antoine, là, en ce moment, a trop de problèmes au tremplin. Euh, et donc pour la prochaine Coupe du Monde, les 2 prochains week-ends de Coupe du Monde, ça a été annoncé par la fédération. Il est remplacé par Maël Tirode Mhm. qui monte en Coupe du Monde. Et c'est mérité, il a enchaîné les top 10 en Coupe continentale là, sur ce mois de janvier, avec notamment un podium. Et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour Maël. Donc on retrouvera à Zefeld cette équipe. Ensuite, donc ils iront aussi à Otepää pour la fin de la troisième période, qui donc doit aussi correspondre avec. Donc il y a peut-être une histoire de quota. Est-ce qu'Antoine n'irait pas chercher le quota de troisième période? On ne sait pas. C'est possible. Avant d'attaquer donc la dernière période, période donc nordique avec l'Arti
Oslo et la finale de la Coupe du Monde à Trondheim. Donc 3 épreuves en Norvège pour terminer la saison pour Jarl Magnus Rieber. Donc c'est sûr que s'il fait des impasses qu'il n'a aucune raison de faire, ça pourrait être à haute paix. Je vois pas ailleurs. Oui, ouais, il y a 3 épreuves à AutoP. Je pense que la FIV, ils sont malins des fois. Ouais. Ils se disent, l'endroit qui est peut-être le moins attractif et d'ailleurs, il y a pas de raison, hein, que ça le soit pas, mais c'était souvent là où on voyait des impasses les saisons précédentes. Là, ils ont mis 3 épreuves, ils ont: «Bah, Je mes suis cocos, si vous désolé. voulez pas venir, vous perdez 300 points». C'est ça. Et quand on voit le nouveau barème de ski, on voit qu'un Lamparter donc, qui a laissé passer potentiellement 270 points. Bon, alors déjà, il a 400 points de Rieber, mais il a perdu là 125 points sur son compatriote Stefan Rettenegger. Donc, il ne faut surtout pas être absent dans cette Coupe du Monde de combiné nordique. Est-ce que tu veux mentionner d'autres sauteurs Oui, bah, moins connus? non, mais sur le programme, n'empêche, il y a eu Schonard 2 épreuves, Triple 2 Eiffel, donc comme c'est son nom, 3 épreuves Mhm. et OTP le week-end d'après, 3 épreuves, donc ça fait un bel enchaînement. Il y aura peut-être un peu de fatigue à OTP et par contre, il y a un mois sans épreuve après, donc ils peuvent tout donner là, les athlètes, ils ont un mois de bizarrement, en milieu de saison, tout le mois de février, quasiment, Ils il font y a rien. pas d'épreuve et donc c'était quand même la finale à Schonard du German Trophy, hein, Ah qui nous oui, a tous, passionnés. le bien nommé. Ce classement, Wirmarendrook German Trophy, attention. Ah oui, J'ai discuté avec des Allemands qui ne savent pas ce qu'est Wirmarendrook, ils ont supposé que c'était des imprimantes d'accord, ou même carrément de l'encre pour les imprimantes. d'accord. German Trophy, donc le classement, bah, c'est le classement de Schonard, hein, c'est Rieber au classement donc des 2 épreuves d'Oberstdorf cumulées en temps et 2 épreuves de Schonard. Mhm. Rieber devant Rettenegger, vraiment assez loin et Jürgen Grabach grâce à ses grosses performances, finales et donc le classement de la coupe du monde, Rieber 275 points d'avance sur Rettenegger, 342 sur le brave Jürgen Grabach. Voilà, et pour être complet sur les classements annexes de meilleurs sauteurs, c'est Jarl Magnus Rieber qui a plus de 300 points d'avance sur un Rettenegger, mais un Rettenegger peut en cacher un autre. C'est Thomas qui est devant son frère. Et en best skieur trophy, pas de surprise puisque Vincent Geiger, alors en fait Vincent Geiger a pris la tête de ce classement puisque Rudzek, on ne l'a pas dit, mais a été plutôt décevant sur les skis de fond et donc il a maintenant 80 points d'avance, sachant qu'il lui en a mis 60 plus 51, 111. Donc c'est peut-être là qu'on a du suspense, le classement du meilleur skieur entre Geiger et Johannes Rudzek. Et ben c'est vraiment, là, on devrait être payé par Eurosport pour l'entretien du suspense C'est ça, sur cette saison. c'est ça. Donc, bah, écoute, merci Will. Nous, on va Et continuer attends, il y a avec. un dernier suspense, c'est la Ah, Nations Cup, puisque tu l'avais mentionné. ah Donc oui, c'est la vrai. Norvège est en tête avec 14 points d'avance sur l'Autriche et 206 sur l'Allemagne. Et ce qui est fou, c'est que la Finlande est quatrième avec 2000 points de retard sur le troisième. Vraiment 3 nations et plus rien. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que le combiné nordique est en danger Ouais, gros olympique, danger olympique. malheureusement. Et bah écoute, Voilà. merci Will. On va suivre ce classement des nations avec grande appétence. Mais en attendant, nous, on va se diriger. Enfin non, on reste à Shona, où les femmes ont concouru ce week-end. Et là, pour le coup, il y a une révolution. Est-ce que Guida a rompu le feu sacré? Il y a une révolution et je vous invite à Ouais. écouter la suite du Je podcast. t'invite à rester en ligne parce que là, il y a une révolution. Allez, à Tut, plus, tut, Romain. tut, tut. Allez, oust! Bonne soirée, Will. Dernière catégorie de ce podcast, mais pas la moindre, le combiné féminin, donc qui était également à Stonard. Et j'ai noté en titre de ce débrief, Lena Brocard, la confirmation et une révolution en tête du classement général. Alors, Lena Brocard, depuis le début de saison, on sent qu'elle a un gros niveau, on sent qu'elle flirte avec la grosse performance, mais elle avait toujours eu quelque chose qui manquait, une disqualification à Lillehammer, elle se fait marcher sur un ski à Ramsau, un mauvais choix de fartage sur une autre épreuve, une maladie, un manque de forme sur un autre week-end. Enfin voilà, il y a toujours eu quelque chose alors que
Lena, voilà, elle a fait gros entraînements avec le reste de l'équipe de France de combiné tout l'été. Et ça se sentait que les grosses performances allaient arriver. Je crois qu'on peut dire qu'elles sont arrivées à Chonard. Et enfin, parce qu'il y a peut-être de quoi s'impatienter quand on sait qu'on est fort, mais que ça vient pas. Et là, ça a été vraiment magnifique à Chonard. Samedi, Lena, elle prend la 6e place, sa meilleure performance de la saison à ce moment-là, grâce à un beau saut, un septième saut et un temps de fond. Alors, le 11e temps de fond, c'est peut-être pas très révélateur parce qu'en fait, elle n'est qu'à une dizaine de secondes du 6e temps de fond. Donc, elle était dans la bataille, tout simplement, ce samedi. Et alors là, dimanche, c'était encore mieux, tout simplement. Un saut magnifique on prend la 5e place du saut, elle est restée, donc vous l'avez compris dans le débrief masculin, j'étais sur place et donc j'ai pu voir Lena pendant longtemps dans la boîte du leader. Alors ils sont bien sympas les organisateurs, ils la mettent dans une espèce de boîte en bois où l'athlète est complètement isolé du reste du monde, on voit même pas le tremplin. En tout cas, voilà, ça montrait qu'elle avait réussi un magnifique saut parce qu'elle est restée longtemps dans cette boîte du leader. Et donc, grâce à ce cinquième saut, alors elle est à 45 secondes, elle n'est qu'à 7 secondes de la 2e place hein, sur ce saut. Donc, vous voyez que vraiment, elle était à la bataille. Elle a pris au final une 4e place sur l'épreuve, qui devient de facto son nouveau meilleur résultat en Coupe du Monde. Le précédent, c'était une 5e place à Ramsau la saison dernière, hein, il y a un peu plus d'un an, hein. Donc voilà, c'est un nouveau pas de passer et la course. Alors en plus, voilà, avec le prisme d'avoir été sur place, mais je pense qu'à la télé, elle était aussi passionnante à regarder. Sur 8 kilomètres, un dimanche, c'est la finale du German Trophy, la distance était doublée. Et il y a eu un mano à mano entre Nathalie Armbruster, qui fait quand même un podium la veille. On sait qu'elle est en forme, elle revient bien. Elle avait été 3e du saut. Et on a eu vraiment une. Elles se sont pas lâchées de l'épreuve, Lena et Nathalie. Et il y a même eu de la casse de bâton. Il y a eu des relances, l'une devant, l'autre derrière, à la glisse, une qui passait, l'autre qui repassait dans la montée. C'était trépidant jusqu'au bout et tellement trépidant que ça s'est joué au sprint. Donc vraiment 8 kilomètres l'une avec l'autre ou l'une contre l'autre. Et c'est tourné à l'avantage de Lena Brocard. Alors, il y a une magnifique ambiance hein, dans le combiné féminin. On les voit se congratuler, se parler beaucoup et sourire. Donc, sur la piste, elles se sont dépouillées. À la fin, elles se sont fait une accolade. Et n'empêche, c'était une course magnifique. Mais ça nous emmène quand même. Donc, ça, c'est la course pour la 4e et la 5e place. Ça nous emmène quand même au podium. Et là, pour le podium, le suspense était quand même bien moindre. Il faut pas se le cacher. Et malgré tout, il se passe des choses depuis Noël, depuis la reprise des compétitions en Allemagne à Oberstdorf. Notre surdouée et dominatrice Guida Vesvolansen, qui a tout gagné les 2 dernières saisons, on l'a suffisamment dit, eh bien, elle ne gagne plus les concours de saut. Les 4 concours de saut du German Trophy ont été gagnés par Marie-Lene Nanlund, qui a gagné au passage 2 épreuves. Samedi, elle a gagné, et elle avait gagné également, je crois que c'était aussi le samedi, à Oberstdorf. Elle prend vraiment de l'avance, hein. Elle prend Guida Vesvolansen, elle continue de sauter très bien. Elle fait 2e à chaque fois hein, sur le German Trophy des 4 sauts. Mais par exemple, ce week-end à Shona, elle fait 28e et. Enfin, elle est à 28 secondes, pardon, 2e et à 38 secondes. Et en fait, Marie-Lene Lund, c'est une combinée aussi très complète, comme Guida Vesvolansen. Et si on est Guida Vesvolansen et qu'on laisse 30 secondes à Marie-Lene Lund, eh ben, elle ne peut pas la rattraper. Et donc, Marie-Lene Lund, grâce à ses performances, elle a pris la 2e place du German Trophy et elle est remontée à la 3e place du classement général de la Coupe du Monde. Mais l'autre grand nom de ce week-end et l'autre grande vainqueur de ce week-end, c'est Ida Marie Hagen, la fusée sur les skis, mais pas que. Et donc, Ida Marie Hagen, elle a fait ce qu'elle n'avait encore jamais eu dans sa carrière. Elle a pris le maillot jaune à Guida Vesvolansen. Elle était arrivée après Oberstdorf à égalité. Et puis, dès samedi, Ida Marie Hagen, elle fait 2e
quand Guida Vesvolansen s'effondre, et là on peut quand même parler d'effondrement parce qu'elles sont parties. Guida Vesvolansen est partie avec 15 secondes d'avance sur Ida Maria Hagen, elle a fini presque une minute derrière. Et elle s'est fait aussi doubler par Nathalie Armbruster et Haruka Kasai. Donc il n'y a pas que les Norvégiennes entre elles. Et donc à cette occasion, Ida Maria Hagen a pris le maillot jaune qu'elle a conforté en gagnant dimanche le format 8 km, ça pouvait pas lui échapper, hein. Elle est tellement forte sur les skis. Alors si vous voulez une stat, samedi, elle met 24 secondes sur le deuxième temps de fond sur 4 km, hein, et 30 secondes sur une bonne combinée comme Marie-Léna Lund. Et dimanche, elle met 1 minute 7 à la deuxième, qui était Gisda Vesvolansen. Et elle prend par exemple 2 minutes à Lena Brocard. Donc c'était des performances sur les skis de fond qui lui assurent, dès que c'est un format, donc il y a eu les deux formats compacts qu'elle a gagnés favorisent les sauteurs en minimisant les écarts. Et là, 8 km, il n'y avait pas besoin de format compact sur 8 km. C'est suffisamment long pour qu'elle fasse parler ses qualités de ski de fond. Donc une Ida Marie Hagen qui a gagné les trois formats qui avantagent les fondeurs et qui a fait deuxième de toutes les épreuves parce que Ida Marie Hagen, ce n'est pas qu'une fondeuse. Cette saison, c'est aussi une bonne sauteuse. À Chonard, par exemple, elle fait sixième le samedi, quatrième le dimanche. Et par exemple, dimanche, elle est qu'à 4 secondes de la deuxième place, ou samedi, elle est qu'à 15 secondes de la deuxième place. Donc en fait, ce sont tout simplement de grosses performances sur les skis de fond pour Ida Marie Hagen. Et donc elle mérite amplement son maillot jaune. Alors, cette saison, il reste 7 épreuves. Il reste 6 Gundersen classiques, donc elle en a gagné aucun pour l'instant des Gundersen classiques, et une Mastart. Mastart qui a tendance à avantager les profils plus sauteurs, même si chez les femmes c'est moins marqué, hein. Il y aura quand même des écarts sur une Mastart sur la partie ski de fond. Donc on va dire que c'est pas fait pour le globe d'Ida Marie Hagen, parce que si Guida Westphalen, imaginons qu'elle gagne toutes les épreuves qui restent, les Gundersen normaux, elle reprendrait le globe. On va dire la faiseuse de roi, ça peut être Marie-Hélène Hanlund, parce que maintenant qu'elle a tendance à s'intercaler entre l'une et l'autre, au lieu d'avoir un écart de 10 points dans le barème, ce serait plutôt un écart de 20 points, dans un sens comme dans l'autre. Donc la fin de saison n'est absolument pas jouée. Si on ressort une dernière fois des Norvégiennes, il y a Haruka Kasai, c'est Madame quatrième place. C'est simple, les 5 Gundersen de la saison, elle a fait quatrième. Et c'était les formats compacts ou 8 km, donc plus pour les fondeuses. Là, elle est un peu en retrait, 6 ou septième. Mais donc, on retrouve une combinée qui est maintenant quatrième mondiale. Et donc, c'est Nathalie Armbruster avec son podium et sa cinquième place de dimanche qui est maintenant qui est toujours la cinquième combinée du monde. On notera que Minja Koronen était absente ce week-end pour une excellente raison. Elle est allée gagner le titre des Jeux Olympiques de la jeunesse en Corée ce lundi matin. Et c'est une belle performance. Alors, il n'y a pas un suspense fou. Elle est tellement bonne en Coupe du Monde qu'il y avait assez peu de chances que ce titre lui échappe. Toujours est-il qu'il fallait le faire. Pour donc ces épreuves de ce week-end, marquaient également la fin du German Trophy, donc remporté par Ida Marie Hagen, 53 secondes devant Marie-Lena Lund et plus de 3 minutes devant Guida Vesvolansen. Lena Brocard, elle est sixième sur ce classement de 3 épreuves. Et donc, je crois que j'ai déjà dit, mais grâce à ses performances depuis notamment de Chonard, elle est remontée dans le top 10 mondial. La prochaine, les prochaines compétitions du combiné nordique, ce sont comme chez les hommes, Zefel, mais alors sur un format plus classique de 2 épreuves Gundersen, il y a pas de triple chez les femmes. Voilà pour ce qu'on pouvait dire. Nous avons en ce moment même les Jeux Olympiques de la jeunesse, donc j'ai cité la vainqueur. Chez les femmes, c'est Minja Koronen. Chez les hommes, c'est un jeune combiné autrichien qui l'a emporté, Andreas Greffer, euh, Ferrer, pardon, Ferrer, GFR, hein, je vous défie de le prononcer, G-F-R-E-R-E-R.
Toutes les informations, je les rassemblerai dans un Tsi Express que vous pourrez retrouver sur nos réseaux sociaux. Il y a aussi des bonnes performances des Français, Roman Beau, Marie-Drose Vincent, Luc Balland et Lubin Martin. Donc tout ça, on en parlera dans ce Tsi Express. Voilà, merci de nous avoir écoutés. C'était encore un des week-ends les plus complets de la saison. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les prochains débriefs.